Bonjour Stéphane Arinou-Rossou. Bonjour Carole Olaye, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole Olaye, bonjour Stéphane Arinou-Rossou, bonjour également à nos téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Premier sujet à débattre sur ce plateau présidentiel de 2026, Ouaddaï plus favori que jamais, le vrai défi, mobiliser les électeurs. Alors, Stéphane Arinou-Rossou, pourquoi aujourd'hui Romuald Ouaddaï est-il perçu comme le favori pour la présidentielle prochaine au Bénin? Oui, merci Carole. Romuald Ouaddaï est perçu comme le cheval gagnant, le favori de ces élections ou de cette élection présidentielle, justement pour deux raisons. La première raison, c'est déjà l'ensemble des partis politiques qui portent sa candidature. Quand on prend l'échiquier politique national, nous avons deux grands partis, deux grandes formations politiques, à savoir le parti Union progressiste, le Renouveau et le parti Bloc républicain. Et tous ces deux partis portent la candidature de Romuald Ouaddaï. Et puis après, nous avons tous les autres partis satellites qui soutiennent l'action du chef de l'État, RN, Moël Bénin, qui portent également la candidature. Et puis ensuite, on a également assez de mouvements politiques qui sont nés juste au lendemain de la déclaration de candidature de Romuald Ouaddaï et qui visiblement montrent que la quasi-totalité de la jeunesse béninoise est engagée derrière cette candidature, justement peut-être parce que les jeunes se voient en la personne de Romuald Ouaddaï. Ensuite, on sent également une certaine ferveur, une certaine effervescence populaire autour, n'est-ce pas, donc, de cette candidature-là. Donc, je veux tout simplement dire qu'il y a une forme d'adhésion déjà autour de cette candidature qui constitue des signes annonciateurs de la victoire de l'homme. Maintenant, deuxième élément, c'est qui est en face, qui est son challenger. Le challenger de Romuald Ouaddaï, c'est Paul Rompé. Et je ne veux pas faire une comparaison pour paraître quelqu'un qui veut jeter la pierre ou comment je veux dire ça, pour rabaisser la candidature de Paul Rompé. Non, mais je veux être quand même objectif sur le sujet et dire que quand on voit le parcours, de Romuald Ouaddaï, sa personnalité, son profil intellectuel, et puis sa présence aux côtés du chef de l'État pendant les 10 dernières années, et que quand on prend Paul Rompé, je me dis que forcément, il y a quand même matière à dire que quand on prend les deux et qu'on les présente à la population, je voudrais bien parier que ce soit Romuald Ouaddaï qui l'emporte. Donc il y a l'aspect politique sur lequel tout le monde peut être d'accord. Et puis il y a l'aspect profil qui pourrait jouer en faveur de Romuald Ouaddaï. Voilà les deux éléments sur lesquels je table pour dire que Romuald Ouaddaï semble être le candidat qui n'est pas favori par rapport à son challenger. Alors Hugues Hector Zogo, partagez-vous les raisons de Stéphane Arinou-Rossou? Oui, je partage entièrement ces raisons, mais il faudrait déjà commencer par dire que Romuald Ouaddaï a eu la chance de travailler avec le président Patrice Talon depuis plusieurs années. Et une fois qu'il lui a fait appel pour qu'il se retrouve à conduire le portefeuille ministériel d'État, en tant que ministre d'État à l'économie et aux finances de notre pays, on s'est rendu compte que c'est un cadre
qui est resté assez effacé, qui a plus misé sur la valeur intellectuelle. Donc, de tout temps, il ne s'immisçait pas du tout dans des questions à caractère politicien. Donc, il est resté très effacé, très concentré. Il est même arrivé que certains de nos confrères aient cherché à comprendre s'il n'était pas dans la dynamique de pouvoir être dauphin du chef de l'État. Et à l'époque, je crois, on était il y a 2 ou 3 ans en arrière, il n'a pas manqué de dire que lui, il est là pour servir et que ce qui constitue sa priorité, c'est de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Ne l'oublions surtout pas, quand le chef de l'État, Patrice Talon, a pris le pouvoir, en formant son premier gouvernement, on peut se rendre compte que dans le protocole d'État, le ministre Romuald Wadagne était la 4e ou la 5e personnalité. Alors, de 2016 à 2026, comment est-il parvenu à gagner la confiance du chef de l'État pour quitter donc ce rang protocolaire et être aujourd'hui à la limite le numéro 1 bis au sein du gouvernement béninois? C'est une question qu'on peut valablement se poser. Et quand vous prenez la peine d'étudier un peu tout ce qu'il a pu apporter comme réforme au niveau de notre pays, surtout pour permettre à ce que la mobilisation de ressources financières se fasse à l'international, vous vous dites, on ne peut pas aujourd'hui confier les destinées de notre pays à quelqu'un d'autre mieux que lui. Parce qu'en réalité, nous avons en face de nous 2 duos de candidatures. Le second duo, c'est un duo à la limite où le parti n'a même pas de chance pour autant de pouvoir se prononcer sur des questions d'intérêt national. C'est des gens qui sont restés dans une posture à la limite versatile. Donc, ils changent au gré du vent. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui se retrouver à cette étape du développement de notre nation et confier les destinées donc, à des personnes de surrandonnée. Je ne le dis pas pour discréditer la candidature de Paul Hongpe et de son colistier, mais c'est-à-dire qu'avec Patrice Talon, on a eu la chance d'avoir ce qu'on pourrait appeler par exemple l'autorité d'État. Vous savez qu'il y a quelques années en arrière, l'autorité qu'incarne la première institution qu'est la présidence de la République, cette autorité à la limite était bafouée. Et donc il aura fallu que le président Patrice Talon revienne au pouvoir pour essayer de mettre un peu plus d'ordre dans les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on doit quand même, je me dis même que le ministre d'État Romuald Wadagne aura un peu plus de difficultés. Il aura de difficultés parce qu'il aura plus le peuple au dos. Vous avez vu tout ce que le président Patrice Talon a pu réaliser, que ce soit sur le plan des infrastructures touristiques, que ce soit sur le plan des infrastructures routières, avec la nouvelle équipe qui pourra être installée après donc l'élection au compte des présidentielles qui arrivent dans quelques mois. Si cette équipe-là ne prend pas assez vite les taureaux par les cornes, vous verrez que c'est même des acteurs au niveau de la mouvance qui vont commencer par prendre la parole pour dire « Attention, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait ». On a le sentiment que le citoyen béninois aujourd'hui aspire à un peu plus. Et là où il y avait de l'impunité, il y a quelques années en arrière, dès qu'on observe tout de suite une forme d'injustice, ça devient tollé général. Tout le monde en parle pour dire attention, il faut sévir parce que nous ne sommes plus à cette étape-là. Et donc, il y a des indicateurs qui démontrent que nous avions quitté une étape A à une étape A plus 1. Bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, par exemple avec la gouvernance du président Patrice Talon, mais cela ne nous empêche pas de dire qu'aujourd'hui, face aux 2 duos de candidatures que nous avons, celui visiblement qui pourra être
plébiscité par le peuple béninois, c'est celui Romuald Wadayi, Mariam Kiabikalata. Alors, j'allais rester avec Hugues. Oui, non, je voudrais juste ajouter deux petits éléments pour compléter mon intervention. C'est que quand on prend les résultats issus des urnes pour le compte des dernières législatives et qu'on regarde le score produit par le parti FCBE, et quand on prend ce qui est produit par l'UPR, le BR et Mouel Bénin, qui sont des partis qui soutiennent bien évidemment ce même candidat-là. On peut déjà se dire que vraiment le candidat Romuald Wadayi, qui est porté par ces formations politiques-là, pas favori, même si on peut espérer que le parti FCBE puisse améliorer un peu son score pour le compte de la présidentielle, même si les élections ne se ressemblent pas, il pourra quand même améliorer sa performance électorale au cours de cette élection-là. Maintenant, l'autre élément, c'est qu'il y a la question des moyens. Des moyens, parce qu'une campagne électorale, échanger avec la population, c'est également des moyens, et les moyens, de mon point de vue, ne sont pas forcément équitables quand on les met dans la balance. Quand on prend un parti comme FCBE, et puis un parti au pouvoir, ou des partis au pouvoir comme UPR, BR et tout le reste, ce n'est pas les mêmes forces, donc il y a déséquilibre, et ce déséquilibre-là, forcément, va jouer en faveur du candidat. Je ne suis pas d'accord sur la question des moyens. Je pense quand même que je vais revenir. On va revenir vers la fin parce que j'ai des questions par rapport à ça, puisque c'était l'une des préoccupations des différents quotidiens parus ce jour. Je voulais poser la question à Hugues Hector Zogo. En quoi la mobilisation des électeurs apparaît-elle alors aujourd'hui comme un principal défi plutôt qu'une concurrence politique? Alors, mobilisation des électeurs, est-ce que c'est une question de concurrence politique? Déjà, pour moi, pas du tout. Demander à ce que des électeurs citoyens d'une nation puissent se rendre aux urnes n'a rien à voir avec une concurrence politique. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui dans une dynamique où nous avons peut-être oublié ce qui a pu se passer il y a quelques années en arrière. Pour que nous puissions nous rendre aux urnes, ce qui se passait dans notre pays, c'était qu'on ouvrait donc un registre et ceux qui ont l'âge de voter allaient librement donc se faire enregistrer. Ce qui fait que vous pouvez, pour le compte des élections de 2026, celles qui arrivent là, vous pouvez vous retrouver banalement avec 2 millions de personnes enregistrées et 2 ans plus tard, vous vous retrouvez avec 1,8 million de personnes enregistrées au regard de ces personnes-là qui délibérément ont pris l'engagement d'aller se faire enrôler au niveau de cette liste ouverte. Seulement que, avec le RAVIP, ce qui s'observe, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'âge de voter, systématiquement, vous vous retrouvez sur cette liste-là qui doit pouvoir servir aux élections dans notre pays. Et au cœur de cette liste donc informatisée, puisque c'est la liste informatisée qui devient systématique, au cœur de cette liste-là, vous avez par exemple des concitoyens à nous qui se retrouvent au niveau des centres de détention et qui n'ont pas la possibilité de se rendre aux urnes. Donc c'est une frange assez importante. En dehors d'eux, vous en avez qui se retrouvent sur leur lit, dans leur lit d'hôpital et qui n'auront pas la possibilité forcément de pouvoir se déplacer pour aller voter. Donc c'est aussi des personnes qui en réalité font partie des statistiques de départ, mais à l'arrivée ne sont en réalité pas prises en compte au regard du statut dont ils sont bénéficiaires le jour du vote. Maintenant, la grande question, puisque nous avions fait l'expérience avec les élections législatives dernières et communales, la grande question c'est, est-ce qu'il faut, parce qu'on s'est retrouvé avec un peu moins de 40%, dire systématiquement que les Béninois ne sont pas sortis pour aller voter? Pour moi, la réponse c'est non. Parce que quand vous vous arrêtez et vous vous rendez compte que il y a quelques années en arrière,
c'était de manière manuelle que l'opération se faisait et qu'on comptait sur la bonne foi du citoyen pour qu'il se déplace lui-même pour aller se faire enrôler. Alors que désormais, à partir du moment où vous avez systématiquement l'âge, donc les 18 ans révolus, le système vous comptabilise au rang donc de ces citoyens ayant le droit de vote. Il y a eu une différence nette. Ça voudrait dire que le système informatisé aujourd'hui vient nous révéler une limite qu'on n'appréciait peut-être pas de par le passé. Peut-être qu'il y avait autant de citoyens qui auraient pu participer au processus électoral il y a quelques années en arrière, mais qui ne sortaient pas, qui n'allaient pas se faire enrôler. Et donc, en se limitant peut-être à ces 2 millions ou à ces 3 millions de citoyens qui manifestaient la bonne foi d'aller au vote ou manifestaient l'intention quand même d'avoir la carte d'électeur, on se disait oui, après les résultats, il y a eu combien de citoyens sortis? Ils sont peut-être 60 ou 70%. Donc, on doit quand même faire un peu attention par rapport à cette donnée-là pour ne pas donner le sentiment qu'aujourd'hui, les citoyens béninois ne sortent plus pour aller voter ou les citoyens béninois ne respectent plus, je vais dire, ce caractère. Mais est-ce que mobiliser ces électeurs aujourd'hui constitue réellement un défi pour le candidat Romuald Wardani? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce n'est pas une question du candidat Romuald Wardani. C'est une question du droit du citoyen. Et nous avons le devoir et l'obligation d'éduquer nos citoyens à comprendre que aller au vote, c'est un droit constitutionnel. C'est un... En fait, on ne va pas demander aujourd'hui que parce que c'est Romuald Wardani ou parce que c'est Paul Rompé, il faut qu'on aille voter. Non, il faut qu'on aille voter parce que la Constitution vous concède cette prérogative-là. Et ça devient un droit pour vous. À partir du moment où c'est un droit pour vous, ce que vous aviez à faire en tant que citoyen, c'est de pouvoir vous déplacer si effectivement vous vous retrouvez dans des meilleures conditions. Si par exemple, vous n'êtes pas dans un état de santé critique, ce que vous aviez à faire, c'est d'aller voter. Parce qu'en réalité, ce qu'on oublie, et on a l'impression que là, les élections concernent Romuald Wardani. Non, les élections ne concernent pas Romuald Wardani. Et c'est pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec Stéphane Arkinoukou tout à l'heure quand il voulait essayer de comparer les statistiques des législatives aux présidentielles prochaines. Vous avez par exemple le parti de l'opposition, le principal parti de l'opposition, les démocrates, qui ne s'est pas encore prononcé et qui pourrait par exemple accepter d'accompagner le choix FCBE. Nous sommes en politique et donc à partir du moment où on est en politique, tous les coups sont possibles. Tous les coups sont possibles, tout est possible. Et mieux, il y a le fait aussi que Paul Rompé ne s'est pas présenté aux élections législatives. Il n'a pas été candidat, encore moins son colistier. Et donc, les deux aujourd'hui, quand ils vont pouvoir se présenter pour les présidentielles, on ne mesure pas réellement ce qu'on pourrait avoir comme résultat. Et on peut se retrouver par exemple avec un peu moins des 4% qu'ils ont pu obtenir pour les législatives, comme on peut en avoir au-delà. Et mieux, un dernier élément peut-être pour terminer. Pour le citoyen qui refuse d'aller voter, c'est vrai qu'aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas le bulletin blanc. Pas le bulletin nul, le bulletin blanc. Dans certains États, le bulletin blanc, à partir du moment où le taux excède les 50%, les élections sont annulées. Aujourd'hui, on n'a pas notre constitution ne nous met pas face donc au bulletin blanc, mais on a la possibilité d'aller voter par exemple pour un bulletin nul. Si on n'est peut-être pas d'accord avec la candidature de Romuald Wardani, encore moins celle de Paul Rompé, on peut aller voter un bulletin nul. Et le taux de bulletin nul qui serait issu du vote, ce taux-là vient permettre quand même à celui qui est élu de comprendre que d'une manière ou d'une autre, il y a des citoyens qui ne partagent forcément pas ce qu'il propose comme option de gouvernance. Et donc, à partir de ce moment-là, cette donnée-là viennent permettre aux candidats élus de savoir quelle attitude adopter
au cours de son électorat. Parce que si vous restez à la maison, on ne pourra pas savoir si vous êtes d'accord pour celui qui a été élu ou pas, et qui le dit mot consent. Alors, Stéphane. Oui, merci beaucoup. J'espère que j'aurai le même temps de parole que Hugues Hector Zogo, qui a eu le temps de bien aller en profondeur de ces idées. Vous avez quelques secondes. Allez-y. Voilà. Résumez ce que vous voulez dire. Parce que j'ai plein de questions. J'ai plein de questions sur le sujet. Allez-y. Alors, je veux dire que ce que dit Hugues est quand même assez intéressant par rapport aux raisons qu'il a évoquées qui pourraient sous-tendre le faible taux de participation. Mais je trouve que c'est quand même trop élitiste. C'est trop élitiste parce qu'il faut avoir des données pour expliquer, il faut faire des enquêtes pour comprendre, c'est trop élitiste. Parce que, à première vue, lorsqu'on fait des élections et qu'on a les taux, ce qui frappe, c'est le taux d'abstention ou de non-participation des électeurs. Et puis, ça va être difficile. Il faut des études pour aller en profondeur, pour essayer de comprendre pourquoi. C'est vrai que ce qu'il dit est pertinent. Il va falloir y travailler pour comprendre réellement parmi ceux qui sont attendus, ceux qui sont vraiment allés au vote de façon concrète. Il faut pouvoir comprendre ça. Maintenant, sur la question de mobilisation, je veux dire trois choses. La première chose... Est-ce réellement un défi pour... Je pense que ce n'est pas simplement un défi pour la personne de Romuald Wadayi. En tant que candidat, vous voulez dire? Oui, mais c'est un défi pour tous les acteurs politiques aujourd'hui. Parce qu'au-delà, quand on organise les élections, au-delà de la question de la légalité, il y a la question de la légitimité. On peut avoir un cadre légal, tout peut se dérouler de façon très légale, on peut ne rien selon les tests. Voilà, ne rien trouver rien à reprocher de façon textuelle à ce qui s'est passé. Mais dès lors que le taux de participation est en deçà d'un certain seuil, ça pose alors la question de la légitimité de ceux qui sont élus. Oui, mais quand vous parlez de certains seuils, vous voulez faire référence par exemple à quel taux? Oui, je m'en tiens au taux de 40%. D'abord, au taux... Moins de 40%? Non, avant ce pourcentage-là, je m'en tiens d'abord au nombre d'électeurs attendus, nous sommes d'accord, au nombre d'électeurs attendus, au nombre d'électeurs qui sont allés voter, et puis après, il y a la question du taux. Vous avez parlé de 40% minimum, mais moi je dis pour asseoir une réelle... Non, je pose la question. Pour une réelle légitimité, pour une élection présidentielle, je pense qu'il faut aller au-delà même de 50%. Au-delà de 50% pour une question de légitimité. Et donc, c'est un problème qui aujourd'hui se pose à toutes les formations politiques. Parce que si on élit un président de la République et que moins de 50% des populations en âge de voter ne se retrouvent pas en lui, il y a un problème. D'où la nécessité aujourd'hui pour les acteurs politiques de jouer également sur ce terrain de mobilisation des citoyens. Et puis l'autre chose, il y a ce qu'il dit sur lequel je suis d'accord avec lui, pour que au-delà de la tâche ou de la responsabilité des acteurs politiques, il faut également que les citoyens puissent comprendre que le droit de vote est un droit qui s'exerce. Et que lorsque nous sommes dans un régime démocratique, la seule manière pour le peuple de pouvoir dire oui ou non, c'est de se présenter le jour du scrutin, le jour du vote, pour dire son mot et déposer son suffrage dans les urnes. C'est très important. Si les populations ne comprennent pas ça, tout le temps nous serons là à décrier et nous allons continuer par élire des représentants par défaut. Des représentants où les populations ne vont pas véritablement se retrouver. Et ce n'est pas bon pour la démocratie. Et donc, autant cela est un défi pour les acteurs politiques, c'est également un défi pour la population, pour les citoyens. Alors, le candidat favori, Romuald Wadayi, doit-il défendre aujourd'hui un bilan ou prôner de nouvelles idées pour convaincre l'électorat? Bon, je veux dire que le candidat Romuald Wadayi, en fait,
en vrai, pour moi, n'a pas de bilan à défendre. Parce que... Croyez-vous que c'est possible? Je pense sur quoi il doit tabler pour pouvoir convaincre les populations? Oui, je m'explique pour que ça soit bien clair. Allez-y. Le candidat Romuald Wadayi, n'étant pas encore président de la République, pour moi, n'a pas de bilan à défendre. Premier élément. Maintenant, parce qu'il a participé à la gouvernance du président Patrice Talon, dont on dit qu'il serait le prolongement ou la continuité, il serait intéressant alors pour lui de prendre à charge tout le bilan du président Patrice Talon. Il pourrait prendre ce bilan-là à son compte et s'en servir pour la campagne électorale, comme un élément de langage pour la campagne électorale, mais pas comme si c'était son bilan à lui. Il a participé à une gouvernance, ils ont estimé que c'est une bonne gouvernance, ils veulent encore appeler le peuple à poursuivre dans la même dynamique et donc prendre les éléments de cette gouvernance-là comme éléments de langage pour aller à la conquête, n'est-ce pas, donc, de l'électorat. Mais au-delà de ça, celui qu'on veut voir à la tête de notre pays, c'est Romuald Wadayi. Et donc, le véritable élément de langage qu'il pourrait utiliser pour aller à la quête ou à la conquête de l'électorat, c'est de vendre son profil, c'est de vendre, n'est-ce pas, donc, son programme de gouvernement. Est-ce que son profil technocrate est un atout? Je pense que c'est un atout majeur qu'il doit pouvoir vendre, parce que, voyez-vous, à quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon, vous voyez toutes les merveilles que le candidat Romuald Wadayi est en train de faire en levant assez de ressources, en mobilisant assez de ressources sur le marché international. On parle du soukouk, on parle de l'eurobond, on parle d'un certain nombre de choses. Et donc, s'il réussit à faire ces exploits-là, c'est quand même à cause de sa compétence, à cause de son carnet d'adresse, à cause de son profil qui fait foi, qui inspire et qui attire. Et donc, il doit pouvoir utiliser tous ces atouts-là dans ces éléments de langage pour aller à la conquête de l'électorat. Et donc, je trouve que ce n'est pas seulement le bilan du président Patrice Talon qu'il faut vendre pour faire élire Romuald Wadayi, mais il faut également faire vendre la vision de Romuald Wadayi, parce que vendre le bilan de Talon, c'est un peu dire que Romuald Wadayi lui-même n'a rien à vendre. Et donc, celui qui est sur le marché politique aujourd'hui, c'est Romuald Wadayi, et il faut pouvoir vendre et bien vendre Romuald Wadayi sur la base de ses compétences, sur la base de son profil, sur la base de sa vision et sur la base de ses projections quant au devenir ou à l'avenir de notre pays. Mais je voudrais chuter sur un élément. Tout à l'heure, quand je parlais d'équilibre, je voudrais dire que aujourd'hui, quand les deux candidats ou les deux duos candidats iront à la rencontre des électeurs, voyez-vous, toute l'armée politique qui va rester derrière Romuald Wadayi. Et regardez, pour le moment, nous avons FCBE qui est scellé dans son combat politique. Pour le moment, on n'a pas encore le parti, les démocrates qui s'est encore prononcé sur le sujet. Et donc, si le parti, les démocrates ne dit rien et qu'il n'y a que FCBE est scellé dans ce combat. Et donc, FCBE seul contre toute cette, armada-là, peut véritablement faire quoi? C'est en ce sens-là que je parlais de déséquilibre. D'autres souhaits, peut-être, c'est que LD se rallie de façon pratique sur le terrain pour venir à la rescousse du parti FCBE. Sinon, pour le moment, il ne pourra pas grand chose. Je pense bien. Alors, Hugues Hector Zogo. Oui, sur la question, je crois quand même qu'il y a deux niveaux de débat. Le premier niveau, c'est le niveau politique. Et sur le niveau politique, je pense qu'il n'y a pas de rupture. Il ne peut même pas y avoir de rupture. Parce que si je dois laisser mon fauteuil à quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est qu'à un moment donné, j'ai pu partager un certain nombre de choses avec la personne sur lesquelles on a été d'accord.
Donc, pour moi, sur le plan politique, il n'y aura pas de rupture. Et d'ailleurs, quand on se réfère un peu au contenu du message adressé par le candidat désormais Romuald Wadaigni au cours de la cérémonie d'investiture à Parakou, il a été clair, je le cite, « Depuis près de 10 ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie et renforcé nos institutions. Nos finances publiques ont été assainies et notre économie affiche une croissance qui place notre pays parmi les plus performants en Afrique. Nous sommes aussi conscients que le chemin vers notre idéal reste long. Je ne suis pas ici pour présenter un programme détaillé. Ce moment viendra. Je suis ici pour partager avec vous 2 convictions. La première est que la vision demeure claire et que les défis qui nous restent à affronter sont connus. Je m'en arrête là, fin de citation. Et la suite, chacun peut se permettre de relire le contenu de ce discours-là pour l'apprécier. Ça voudrait dire que le candidat l'a clairement signifié, il n'y aura pas de rupture politique. Ça voudrait dire que la vision qui a été nourrie par le président Patrice Talon et qui est partagée par des compatriotes à nous depuis bientôt 10 ans, cette vision-là reste, je vais dire, la même au niveau du candidat sur le plan politique. Et il va travailler avec le gouvernement, visiblement qui serait installé après son élection, à poursuivre dans la même dynamique. C'est pourquoi je dis souvent que nous ne devons pas être surpris de rester toujours avec un chef d'État réformateur. Maintenant, sur le plan technique, le procédé peut changer. La manière avec laquelle on fait les choses, ça pourrait changer. Parce que le ministre d'État, Romuald Wadaigni, n'a pas la même personnalité que le président Patrice Talon. Donc c'est juste une question de variation de personnalité. Le sens de management, comment est-ce que le président Patrice Talon, face au problème, réagit? Ce ne serait forcément pas la même chose avec le ministre d'État Romuald Wadaigni. Donc en dehors du trait de personnalité qui pourra énormément jouer sur le mode de gouvernance, une fois que le peuple lui aurait donné le pouvoir donc d'être président de la République, en dehors de ce trait de personnalité, je ne vois pas outre mesure ce qui visiblement changerait. On va se retrouver à poursuivre les réformes puisqu'il a assez bien annoncé. Et c'est là, parfois, le drame du peuple. Parfois, quand les candidats prennent la parole, nous n'essayons pas de les écouter. Nous ne prenons pas la peine de suivre le contenu de leur message. Et dès qu'ils sont élus et qu'ils veulent mettre en application ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient annoncé, on commence par se dire, mais pourquoi ça se passe ainsi? On commence par ronchonner. Donc pour ceux-là qui visiblement pensent que élire aujourd'hui le ministre d'État Romuald Wadaigni, c'est élire une autre personnalité, c'est-à-dire un autre regard ou bien une autre figure de gouvernance autre que Patrice Talon, il se trompe. Romuald Wadaigni, en tant que candidat, une fois élu, va poursuivre les réformes à la tête de notre pays. Il a déjà annoncé. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord à avoir un chef d'État pareil, ce que vous avez à faire, c'est d'aller vers Paul Hongpè et son colistier. Le problème ne se pose pas. Vous allez vers Paul Hongpè et son colistier et vous leur accordez votre suffrage. De toutes les façons, ils viendront aussi nous dire ce qu'ils ont à servir au peuple béninois une fois qu'ils se retrouvent dans la posture de président de la République. Alors, et de vice. Ce que vous dites m'inspire une question. Le risque d'abstention est-il alors dangereux que celui d'un adversaire crédible? Le risque d'abstention, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que pour le compte des élections présidentielles, en tout cas pour ma petite expérience, quand j'observe un peu comment l'échiquier politique évolue chez nous, je me rends compte que les élections présidentielles se passent dans une autre ambiance. Faites référence par exemple à ce qui s'est passé en 2016, quand Patrice Talon
s'est retrouvé face donc au Premier ministre Lionel Zinsou. Vous avez vu tous les acteurs qui étaient derrière le Premier ministre. Vous aviez vu les moyens d'État qui étaient exploités à l'époque. Et pourtant, Patrice Talon, hier, donc, dans la posture du rejeté, à la limite, parce qu'un exilé politique qui revient dans son pays en intervalle de 3 mois, tout le monde ne le découvre même pas. On ne sait même pas s'il aura la possibilité de retrouver, je vais dire, ses anciens amis dans le pays. Et puis c'est lui qui doit affronter le candidat du pouvoir. A priori, on se dit d'office, c'est un boulevard pour le Premier ministre. Et donc, tout le monde court pour aller vers le Premier ministre, pour aller à la suite de Boni Yayi, parce que se disant, oui, c'est notre système, c'est le système auquel nous avons travaillé, et ça va être la continuité. C'était le langage, on va rester dans la continuité. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que Patrice Talon se retrouve président de la République contre un ministre, un Premier ministre, qui quand même a un très bon profil et qui n'avait pas de casserole dans son placard. Il faut insister là-dessus. Parce que à l'international, c'est quand même une très belle, c'est une très belle figure. C'est donc quelqu'un qu'on peut facilement vendre sur l'échiquier politique. On connaît, quand il aborde les questions d'économie, des questions de finances, on sait avec quelle rigueur il aborde. Et quand on parle des questions d'honneur, on sait également ce à quoi s'en tenir. Donc, sur le plan de la gouvernance, on ne devrait pas avoir de soucis quand on évoque le nom Lionel Zinsou. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que le peuple béninois dise on n'a pas besoin en ce moment précis-là de Lionel Zinsou, mais on a plutôt besoin du candidat qui est resté exilé et qui n'est rentré qu'au pays à 3 mois des élections présidentielles. Donc, pour moi, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte pour nous permettre de savoir est-ce qu'effectivement, ce qui a pu se passer pour qu'on ait par exemple un taux de participation à hauteur de 40%, est-ce que ça va être effectif avec les élections présidentielles? Parce que les élections présidentielles sont des élections où le citoyen se dit attention, c'est celui qui va gérer le pays les prochaines années. Donc il faut que j'aille dire ce que je pense de celui-là. Et ce sera dans les urnes. Nous allons aborder le second sujet. Je veux quand même rapidement dire une chose. Je veux répondre à Hugues, parce que sa question est très intéressante et ça m'inspire une réponse. Je ne sais pas si elle est bonne ou belle, cette réponse-là. Mais ce qui a pu se passer pour que Zinsou ne devienne pas président de la République, c'est 3 choses. La première chose, Zinsou est Rosolo, Talon est haïtien. Ce qui a pu se passer, c'est que Talon était dans une posture de victime. Le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, il était dans une posture de victime et les Béninois ne voulaient pas que cette injustice-là passe inaperçue. Donc on peut dire aujourd'hui que Paul Roumpé aussi se retrouve dans une posture non, Paul Roumpé, non, quand il pas posture de victime, il y a même pas, c'est pas la même chose. Talon avait été visiblement exilé. On entend dire qu'il s'est retrouvé de manière parachutée à la tête de FCBE. Donc il y a une sorte de... Non, c'est pas la même réputation. Il a toujours joué. C'est pas la même réputation. Talon, quand il était candidat, il n'avait pas il n'était pas perçu de la même manière que Paul Roumpé est perçu dans l'opinion publique. Non, c'est pas la même chose. Ensuite, Talon était exilé. Mais il était au pays. Bon, il faut que vous puissiez m'aider quand même à savoir comment Paul Roumpé est perçu. Parce que juste là, on pourra dire ça en plateau. Mais je voulais dire que je vous soutiens. Le président Patrice Talon était hors du pays, exilé à l'époque, mais il était dans le pays. Et Patrice Talon, ce n'était pas
un inconnu du pouvoir. Donc, il pouvait de l'intérieur agir. De l'extérieur agir. Vous pensez un instant que Paul Rompé... non, je ne crois pas. Il n'a pas la même influence que le président Patrice Talon avait dans le régime Yahi. Paul Rompé a quand même servi le président Boni Yahi en tant que ministre. Il s'est retrouvé maire de son département, de sa commune. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le président Patrice Talon, qui est dans les sérails politiques depuis des années, qui avait un pouvoir économique et qui alimentait un certain nombre de choses, c'est pas le même format. Hein, mais Paul Rompé, une nomination au sein du gouvernement. Et non, Paul Rompé s'est retrouvé à conduire l'opposition de ce pays. Il a été la première figure d'opposition. Non, je ne refuse pas, mais dans quelles conditions? Je voudrais qu'on reste dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire. Nous allons poursuivre et les quelques 10 minutes qui restent, nous allons les consacrer à un autre sujet, disparition du paysage politique depuis un moment. Boni Yahi prêt pour un retour en politique? C'est une interrogation que relaie ou qui s'affiche à la une d'un quotidien ce matin et le sujet m'intéresse bien. Alors, la présence de Boni Yahi à Tchaourou ce week-end, plus précisément le samedi dernier, relève-t-il d'un acte privé ou on pourrait en déduire un signal politique calculé? Non, moi je pense que c'est ma lecture, hein, c'est ma lecture. Je pense que le président Boni Yahi, l'ancien président Boni Yahi, ou président du parti LD, Boni Yahi, a fait profil bas pendant la campagne ou les campagnes pour les législatives et les communales. On ne l'a pas du tout vu sur le terrain. Maintenant, on constate que juste après la proclamation des résultats, en tout cas tout le moins pour les législatives, il apparaît et je pense que ce n'est pas une apparition, anodine. C'est pas forcément, mais ce n'est pas à prendre ça politiquement, à mon sens, non. Et puis, je pense également que c'est pour peut-être faire signe de vie qu'il est là, qu'il est au pays. Maintenant, sur le plan politique, je pense qu'il a d'autres canaux ou d'autres opportunités pour se présenter, je veux dire, politiquement. Ensuite, un retour en politique, je pense, et ça c'est personnel, c'est mon avis, le président du parti, ou l'ancien président Thomas Boni Yahi, n'a pas réussi en tant que leader de formation politique. C'est mon avis. Il n'a pas réussi en tant que leader de formation politique. Et si j'étais l'un de ses proches ou l'un de ses conseillers politiques, je lui dirais tout simplement de se retirer de la scène politique et de prendre désormais la posture d'un sage de la République et de se replier dans cette coquille-là pour gagner encore plus en notoriété et prendre de la hauteur sur les choses au lieu de s'immiscer encore dans ces trucs de partis politiques qui, pour ma part, ne vont pas contribuer à anoblir son image. Retour en politique, je pense que ce n'est pas une option très stratégique pour le président Thomas Boni Yahi. Alors, cette réapparition peut-elle modifier les équilibres politiques, surtout à la veille des élections ou de l'élection présidentielle? Peut-être oui, peut-être pas. Hein. Ça va dépendre de lui. Ça va dépendre de lui. Et je suis en train de voir que le parti LD est en train de prendre une nouvelle ligne. Parce que dernièrement, ils sont sortis pour dire qu'ils ne vont pas contester les résultats qui sont donnés. Je pense que c'est une attitude sage pour éviter des polémiques encore inutiles. Maintenant, si le président du parti, puisqu'il l'est encore, il n'a pas encore démissionné, ou on ne l'a pas encore démis de ses fonctions, si le président veut bien... Vous voulez qu'on le démette de ses fonctions? Non, je ne veux pas qu'on le démette, mais vous n'avez pas la parole. C'est une provocation. Merci Carole pour
pour cette intervention qui me sort des griffes de Hugues ce matin. Mais je veux dire que le président Thomas Bobo Boni Yahi a quand même encore les coudées franches ou la main nécessaires pour réorienter les options de ce parti-là. Et si possible même, pourquoi ne pas aller vers Paul Ronkpé? Je ne continue pas à dire que laisser Paul Ronkpé faire cavalier seul, ça ne sert à rien. Donc, si la réapparition de Bobo Boni Yahi devrait être utile à quelque chose, c'est peut-être d'essayer de voir les rapprochements nécessaires que ce parti peut opérer avec Paul Ronkpé pour aller à ces élections-là. Maintenant, tout va dépendre de lui et tout va dépendre de ses ambitions et de ses projections. On verra bien par la suite ce qu'il fera, mais j'estime que ce qui serait bon pour lui, c'est de se retirer de la scène politique telle qu'il le fait là et de se retrouver dans une coquille de sages de la République et peut-être à la limite, quand l'occasion s'offrira, d'aller siéger tout simplement au Sénat. Alors, Hugues-Hector Zogo, une absence prolongée suivie d'une réapparition publique à l'occasion du colloque scientifique organisé en hommage au profit de Karim Dramane. Est-ce une stratégie maîtrisée? Quand vous regardez très bien l'ancien président Boni Yahi, vous comprenez souvent où il va. Le président du parti, les démocrates, qui ne se retrouve pas sur le terrain politique, au moment où son parti d'opposition devrait donc arracher plus de sièges des mains de la mouvance présidentielle, la seule élection à laquelle le parti a dû prendre part, il a été absent. C'est déjà un signal. Il a été absent, c'est déjà un signal. En fait, quand on doit faire une lecture politique, il faut la faire de manière approfondie. C'est-à-dire que le parti, les démocrates avaient la possibilité, en présence de Boni Yahi, de battre énormément la campagne, au point d'avoir la majorité de députés à l'Assemblée nationale pour arracher le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais il a préféré ne pas être présent sur le territoire, pour ne pas accompagner ses poulains politiques. Et qu'est-ce qui pourrait justifier cette décision? Mais c'est un choix stratégique. Vous savez que désormais, il y a ce qu'on appelle le Sénat qui fait partie des institutions de la République du Bénin. Et les personnalités qui doivent pouvoir siéger au Sénat, au titre de ces personnalités, nous avons l'ancien président de la République. Il aurait dit qu'il n'est pas intéressé. Mais il vous l'a dit. Est-ce qu'il vous l'a dit? On a pu l'entendre comme rumeur que, bon voilà, visiblement, il n'est pas intéressé. Mais depuis, je ne comprends pas, je ne puisse pas comprendre que quelqu'un qui ait travaillé à combattre un régime en place sur plusieurs années, près de 10 ans, et qui se dise, nous voulons arracher le pouvoir d'État, n'ait pas eu la chance d'avoir son parti politique inscrit aux élections présidentielles, mais plutôt aux élections législatives, et que pour battre la campagne en vue de lever plusieurs sièges, au regard quand même du code électoral en vigueur dans notre pays, que celui-là ne soit pas présent, alors qu'il a été la première figure politique du parti. Qu'est-ce que ça inspire si ce n'est pas se retirer de la politique? Et s'il se retire de la politique, tout ce à quoi il va s'intéresser ne serait que d'autres techniques à caractère, tout ce qui pourrait se faire à caractère scientifique. À partir de ce moment-là, vous le verrez présent. Et donc, avec ce colloque scientifique qui a été organisé à l'endroit du professeur Karim Dramane, quand l'ancien président Boni Yahi fait sa réapparition à ce rendez-vous scientifique, et quand vous regardez l'environnement, ces personnalités-là qui ont été présentes quand même à ce colloque scientifique, vous vous dites, d'une manière ou d'une autre, il y a eu soit un deal, ou soit il y a un rapprochement qui se prépare. Et mieux, pour les prochaines élections, ne soyez pas surpris que le parti Les Démocrates, à partir donc de la voix de son président, ne puisse pas donner de consigne de vote. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il ne dit mot consent. Aujourd'hui, le peuple béninois, à la limite, sait à peu près qui pourrait être président de la République. Alors, si le parti, laissez-moi finir. Si le parti, les démocrates, n'arrivaient pas à donner de consigne de vote,
implicitement, ça voudrait dire que le parti est en train de demander aux populations béninoises de voter pour la candidature de Romuald Wadayi. Parce que son président, qui doit pouvoir prendre le devant en tant que tête de file de l'opposition, qui a quand même servi notre pays pendant 10 ans et qui maîtrise les rouages politiques, qui sait quel coup politique donner pour avoir quel impact ces politiques, s'il se met en biais, alors que face à lui, il y a ce qu'on appelle le siège au Sénat, il faut juste comprendre donc que le parti va mourir de lui-même. Alors, au vu de tout ce que vous dites là, est-ce qu'aujourd'hui, Boni Yayi est encore indispensable pour l'opposition béninoise? Ben, pas pour l'opposition béninoise, mais il est indispensable pour le peuple béninois. Parce que c'est une personnalité politique. Il a été ancien président de la République. À partir de ce statut-là, le Bénin a besoin de lui toutes les fois où il sera question donc de le consulter pour avoir son avis. Dans le registre politique. Dans le registre politique, il est en train de démontrer lui-même qu'il a compris la leçon. Qu'il n'est pas pour autant utile sur le plan politique. Et donc, il est en train de se mettre en biais. Et ça, c'est à saluer. Parce qu'il a été quand même... il aurait pu se retrouver et rester président d'honneur du parti Les Démocrates. Et on n'aurait pas eu droit à tout ce qu'on a eu là. Mais quand il a évincé Éric Ondété de la tête du parti et de droit s'est retrouvé donc président du parti, on a vu tout le cafouillage. C'est ça qui a empêché le parti de se retrouver aux élections présidentielles. Il a dû prendre du recul. Il a dû comprendre que cette formule-là, la poursuivre, ça n'apporterait pas grand-chose au Bénin. Le plus important, c'est quoi? C'est d'être utile au Bénin. Qu'il soit président du parti ou qu'il se retrouve à un autre poste stratégique, le plus important, c'est de servir le Bénin. Et il veut se retrouver serviteur du Bénin. Et donc, en tant que serviteur du Bénin, on l'accueille avec le rang social qui lui est dû et on le fait rasseoir là où il faut qu'il reste pour effectivement être utile à notre pays. Et donc, son siège aujourd'hui, c'est au Sénat. Et s'il prend du recul et préfère rester présent aux côtés des personnalités pour prendre part aux colloques scientifiques, aux ateliers, aux conférences, en tout cas, tout ce qui a trait au développement, à l'intelligentsia, à la réflexion, d'accord, dans notre pays, tant qu'il serait dans cette posture-là, il serait bienvenu. Maintenant, s'il se met dans des questions politiques, ne soyez pas surpris que des coups politiques lui soient aussi donnés. Et c'est à partir de ce moment-là que certaines personnes pensent qu'on lui manque de respect. C'est lui-même qui doit pouvoir conserver son autorité et dire, voilà, j'ai servi le Bénin pendant 10 ans, je ne me retrouverai plus quand même à un certain nombre d'activités qui ne pourraient pas honorer mon nom. Oui, je partage... Cette dernière question. Oui, je partage l'analyse de Hugues. Je pense que le président Thomas Boni Yayi n'est plus indispensable a eu la chance de gérer ce pays pendant 10 ans. On l'a vu faire. Il a eu également la chance d'être acteur politique, président d'un parti. On l'a vu faire. Et la conclusion aisée qui s'impose, c'est qu'il serait plus utile dans l'institution ou le boulevard qui lui a offert par la Constitution que de rester à la tête du parti ou s'immiscer encore. D'abord même, son parcours, sa carrure, sa prestance, tout ça ne lui permet plus d'être aujourd'hui, de se mêler à une activité politique très active, très intense sur le terrain. Je vous apporte juste un élément, si vous permettez. Oui. Je me rappelle, le président Patrice Talon, quand il rencontrait la jeunesse au palais du gouverneur la dernière fois, disait qu'il ne faut pas que les jeunes soient surpris de voir Boni Yayi et puis lui soutenir le même candidat. C'est des messages à la limite codés. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, Boni Yayi, n'ayant pas pris part donc, à la campagne électorale dans notre pays, ne se retrouve pas désormais allié derrière le candidat Romuald Wadayi? Parce que je n'arrive pas à concevoir, je n'arrive pas à le penser. Vous avez combattu un système pendant plusieurs années. Vous trouvez que c'est le moment plus que jamais d'arracher des mains de ce système-là le pouvoir, et pour le compte donc, des élections législatives, où vous avez la possibilité d'arracher la majorité des sièges, vous disparaissez.
Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas effectivement, mais je trouve qu'il a peut-être raison de faire profil bas. Je ne sais pas si c'est un profil bas. Parce que peut-être il se disait qu'il serait plus utile au parti en s'absentant à ces campagnes que d'être présent. Donc peut-être c'est des options. Un général qui abandonne la troupe. Bon, il a abandonné la troupe depuis la démission du candidat proposé. Mais il aurait pu prendre la parole. C'est le candidat proposé. Il aurait pu prendre la parole et le dire, ou même déposer. C'est le candidat proposé. Déposer le candidat proposé et le président du parti. Et certains cas du parti ont déjà lâché la BAC en pleine. En haute mer depuis, c'est pas aujourd'hui. Maintenant là, ils sont. Donc vous voulez dire que les Béninois ont bien fait de ne pas faire confiance au parti, c'est non, ça? Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est les Béninois même qui disent qu'ils ont bien fait de n'avoir pas fait confiance au parti et les résultats se sont démontrés dans les urnes. Ce n'est pas moi, j'observe et j'en prends acte. Merci Hugues Hector Zogo, merci Stéphane Akin Rossou.